Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Best of Business Analyst. Je suis Alice Vacchi, je suis business analyst, coach, formatrice, conférencière, créatrice de contenu en business analyse. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet bestofbusinessanalyst.fr pour tout comprendre de l'analyse d'affaires. Vous allez y trouver plein de contenus, des podcasts, des vidéos. Vous allez avoir des articles aussi que je publie toutes les semaines, également des modèles de documents à télécharger, des e-books. Vous avez également, pour celles et ceux qui veulent se former à ce métier de business analyst, des formations et également des formules de coaching et d'accompagnement. Voilà, donc tout un ensemble d'informations et de formations qui peuvent vous aider à devenir des business analysts professionnalisés. Alors, on va passer aujourd'hui à cette nouvelle vidéo et je vous avoue que ça m'a donné du fil à retordre parce que c'est extrêmement complexe et je pense qu'il n'y a pas de réponse unique. Ça dépend vraiment des contextes. En revanche, ce que je vous propose, c'est de vous apporter des éléments de réponse et en tout cas de questionnement pour que vous puissiez répondre à cette fameuse question: quel est l'effort raisonnable à allouer lorsqu'on est en avant-vente? Donc, on va imaginer que vous êtes, par exemple, une entreprise des services du numérique, anciennement SS2I, et que vous répondez à un client. Ce client a une problématique, il vous demande de mettre en place une solution informatique, ou une solution d'ailleurs tout court, hein. C'est vrai que je parle de l'informatique parce que 80% des projets se font dans les projets de système d'information, mais on peut imaginer également que c'est pour répondre à un client qui a une problématique métier gouvernance qui ne soit pas de l'implémentation d'un logiciel ou d'un système d'information. Donc vous allez faire un devis pour répondre à un cahier des charges et effectivement, pour faire le devis, il va falloir que vous allez recueillir des informations et pratiquer en fait, de la discipline qui est la business analyse. Sauf que vous n'allez pas à ce stade-là, faire, les analyses aussi poussées que ce qui sera fait en stade de projet. Vous allez par contre devoir recueillir suffisamment d'informations, faire suffisamment d'analyses pour être capable d'élaborer un devis, et un devis qui vous permette, vous prestataires, de ne pas perdre d'argent, puisque c'est l'objectif, de faire quand même de la marge, et de l'autre côté, de satisfaire le client pour que, vous lui apportiez une solution qui corresponde à ses attentes. Donc c'est une problématique effectivement extrêmement récurrente, que connaissent tous les chefs de projet, tous les managers, tous les commerciaux de sociétés de services, ou de cabinets de conseil. Ce que je vais faire, c'est que, je vais revenir à la question d'Alexandre qui résume et qui synthétise extrêmement bien les problématiques, que l'on rencontre dans cette phase d'avant-vente. Alors voici ce que me dit Alexandre. Alors, comme évoqué, je me questionne concernant l'effort, entre guillemets «raisonnable» à allouer à la phase d'analyse et de conception, notamment dans le cadre d'un projet réalisé en mode séquentiel où l'approche prédictive est un impératif pour pouvoir fournir une estimation à la maîtrise d'ouvrage, donc au client final, en termes de délai et de budget. Or, pour fournir une proposition cohérente, Alexandre me dit, il est nécessaire d'analyser la demande, puis de conceptualiser la solution en détail. Et dans le cas où l'offre ne passe pas, on peut considérer cela comme une perte de temps et d'argent, ce qui est fréquent dans le cadre d'appels d'offres. D'autre part, est-il nécessaire, judicieux, de communiquer le travail d'analyse et de conception à la potentielle maîtrise d'ouvrage en même temps que l'offre, afin de justifier du tarif? Ou est-ce que c'est un danger pour la maîtrise d'œuvre, donc le réalisateur, hein, le prestataire, par exemple un risque de plagiat? Peut-on se permettre de communiquer un tarif sans le justifier avec des spécifications? Donc Alexandre me dit: «Personnellement, je considère que le temps consacré est un risque nécessaire, une sorte d'investissement permettant de tenter de vendre au bon tarif et de s'engager dans des délais et sur une solution réaliste». Alors ensuite, il me dit également que selon lui, la problématique décrite reste valable dans une approche agile, parce que quand bien même la maîtrise d'œuvre, donc la société prestataire, ne fournit pas de spécifications fonctionnelles détaillées en phase d'avant-vente, il est tout de même nécessaire de communiquer à la maîtrise d'ouvrage, au client, une estimation tarifaire et de délai avant chaque itération. Cette estimation tarifaire restant corrélée à l'estimation de l'effort nécessaire à la réalisation des user stories. Et il conclut: «Sans cela, comment convaincre un client de s'engager sur un projet sans avoir une idée
assez clair du délai, du budget et du contenu du travail fourni à l'issue de chaque itération. Cela reviendrait, pour la maîtrise d'ouvrage, le client final à signer un chèque en blanc. Donc c'est un long message que m'a écrit Alexandre, mais qui résume extrêmement bien la problématique qu'on a en avant-vente. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore, en tant que société potentiellement prestataire, eu le contrat. Mais pour autant, pour faire un devis, bah, il faut que vous ayez assez d'informations pour pouvoir, être pertinent, et proposer un devis avec un planning, avec un coût, et un prix de vente, qui soit le plus proche de la réalité. Alors, quand je dis le plus proche de la réalité, il y a en réalité, 2 modes de fonctionnement, quand on est prestataire. Soit on fonctionne en forfait, soit on travaille en régie. Alors ça, c'est la première chose. Alors déjà, c'est vrai que je vais vous faire un tout petit plan. Toute petite, explication sur ce que c'est que ce mode de forfait et de régie et en quoi c'est impactant pour du coup faire un devis. Donc on va parler un petit peu de chiffrage d'un projet, et on va dire d'informations basiques que connaissent les chefs de projet. Qu'est-ce qu'on prend en compte en fait, quels éléments on prend en compte pour chiffrer un projet. Donc moi je suis pas là pour vous, faire un cours sur la gestion de projet. Je suis là en tant que business analyst pour vous dire quel est l'effort raisonnable à allouer à cette phase d'avant-vente. En revanche, il faut comprendre déjà ce que c'est que ce chiffrage de projet pour pouvoir répondre à la question. Et donc, je sais que tous ceux qui sont face à cette vidéo ne connaissent pas forcément ces subtilités. Donc, première partie, vraiment comprendre ce que c'est qu'un chiffrage de projet. Et ensuite, petite section sur, la notion de gestion de projet traditionnelle, agile, voire semi-agile, puisque en fait, on peut pas chiffrer de la même manière en fonction de la gestion de projet de la méthodologie de gestion de projet qu'on va adopter. Donc là, on est plutôt effectivement dans les projets informatiques. Et puis je vais vous donner mon avis et plus exactement mes 9 conseils. Et je peux vous assurer que ça m'a, pris du temps pour réfléchir à ces 9 conseils, mais je trouve qu'ils sont, intéressants pour tous les cas de figure. Donc vous me direz en commentaire surtout ce que vous en pensez, si vous avez d'autres conseils à fournir, et si, ces conseils-là, eh bien, ils vous aident ou ils vous éclairent sur la manière dont vous pouvez préparer votre avant-vente, votre devis en mettant un effort raisonnable sur la partie d'analyse d'affaires. Alors, donc la toute première partie, c'est, qu'est-ce que c'est que le mode forfait et le mode régie? Donc déjà, quand on est chef de projet, le chiffrage du projet en tant que tel, c'est vraiment l'un des tout premiers défis que va rencontrer le chef de projet lors de la réception d'une opportunité, donc d'un appel d'offres ou d'une demande d'un client. Le client va lui demander de proposer une offre financière qui soit compétitive et en même temps, de son côté, donc qui réponde aussi qualitativement évidemment aux besoins du client, mais aussi côté, du prestataire, hein, donc de là où est le chef de projet. Il faut que ça permette un gain financier forcément, sinon ça n'a pas d'intérêt de travailler. Donc il y a 2 problématiques majeures, soit le montant présenté est exagéré, donc là, il y a un risque de perte d'opportunité s'il chiffre trop haut, il n'est plus compétitif tout simplement. Le client, il va, en effet chercher toujours le bon rapport qualité-prix. Si le chiffrage, il est trop bas, eh bien le projet, il risque d'être, mal géré, d'être en dérive et il va avoir des pertes financières côté réalisateur. Et donc la question qui se pose, c'est: comment on va chiffrer un projet pour assurer une marge financière tout en restant compétitif? Les 2 modes de fonctionnement en forfait et en régie, sont 2 manières, de travailler. Donc soit le client va demander au réalisateur, à la maîtrise d'œuvre, une enveloppe et il va dire: «Bah, voilà, pour cette enveloppe, vous allez réaliser le projet». Soit il va lui dire: «Bon, on va travailler en régie, c'est-à-dire que je vais facturer le nombre de jours qui correspond, au nombre de jours travaillés sur le projet». Donc ça peut être par exemple en tierce maintenance applicative ou alors certains projets où on va faire intervenir des ressources à la journée, où on peut travailler en mode régie et il y a des clients par contre qui veulent bien maîtriser, leur enveloppe budgétaire et ils veulent voilà, ils donnent une enveloppe budgétaire et monsieur le réalisateur, monsieur le fournisseur, vous vous débrouillez pour réaliser, le projet dans cette enveloppe. Donc là, c'est évidemment très complexe parce que le chef de projet, il va devoir recueillir suffisamment d'informations pour estimer, le chiffrage
de manière la plus juste possible, encore une fois, pour qu'il dégage des marges et en même temps qu'il soit compétitif. Donc c'est évidemment, très complet. Alors dans le chiffrage du projet, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez calculer tous les coûts nécessaires à la production du projet, en tenant compte des risques éventuels également et puis vous allez rajouter le bénéfice financier de l'entité, donc c'est la marge. Ça va vous permettre de dégager le prix global de vente à proposer au client, mais évidemment, vous n'allez pas communiquer en général les coûts au client. Le devis de vente finale, il va être communiqué, mais pas évidemment le coût pour l'entreprise. Alors le coût de production, c'est notamment, le salaire des consultants, majoré par un coefficient, de la société qui tient compte des frais internes, je ne sais pas moi, des loyers des locaux, d'un tout un nombre de choses, hein, qui sont des coûts internes à l'entreprise, à l'employeur. Et puis après, vous avez le coût des sous-traitants. Si la société doit faire appel à des sous-traitants ou à des freelances, eh bien, toutes ces équipes externes qui contribuent au projet aussi seront intégrées dans les coûts. Ensuite, vous avez tout ce qui est frais de matériel et de déplacement à intégrer également. Vous avez également un troisième poste qui sont les provisions de risque. C'est ce qu'on appelle parfois les ABAC. Donc, quand on a calculé tous ces coûts-là, eh bien, l'entreprise va dire, bon, ce projet est plus ou moins risqué, on va mettre 20% de plus pour sécuriser, etc. Donc, c'est soit des pourcentages, soit ça va être vraiment calculé de manière plus pointue. Par exemple, les pénalités, les risques de démission, de turnover, les coûts de formation et cetera. Donc ça, c'est l'ensemble du coût du projet. Mais bien entendu, pour pouvoir, chiffrer les coûts, il va falloir savoir, en tant que chef de projet, qui vous allez faire intervenir. Quels sont les consultants? Quels sont les profils? Combien? Combien de temps? Combien de jours? Quelles formations vont être nécessaires? Est-ce ils vont devoir se déplacer et cetera? Et côté, on va dire, business analyse, et bien les coûts, c'est surtout la charge, le nombre de jours qui vont être, nécessaires pour, analyser les besoins, émettre des recommandations, les concevoir de manière détaillée, les tester, les vérifier, faire éventuellement de la formation et cetera. Donc déjà, il y a un certain nombre d'activités de business analyse que vous allez devoir identifier dans le cadre du projet. Est-ce qu'on vous demande plutôt d'être, vraiment que dans la conception fonctionnelle et dans la partie, test, mais la formation utilisateur ne sera pas faite par, l'entreprise, enfin par le réalisateur de la solution? Est-ce que, au contraire, on va vous demander d'être plutôt côté, des de la du cadrage de la solution, et donc vous allez devoir travailler un petit peu en amont? Est-ce que vous allez devoir faire de la conduite du changement? Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est quels sont les objectifs, quelles sont les attentes en fait du client. Donc ça, on va en revenir un petit peu après. Donc ça, ce sont les coûts. Ça, c'est pour vraiment comprendre, cette notion de chiffrage de projet. Maintenant, il faut savoir que dans un projet informatique, vous avez des projets gérés de manière traditionnelle. Donc ça, je parle vraiment des projets informatiques, c'est-à-dire sous un cycle en V en cascade, voire semi-agile, enfin en tout cas incrémental et itératif ou en spirale. Donc ça, c'est vraiment des méthodologies de gestion de projet qui sont connues par les chefs de projet. Et puis après, vous avez les approches agiles, Scrum, et cetera, qui sont une autre manière, une autre méthodologie de gestion de projet. Et la problématique qu'on retrouve dans ces 2 approches, c'est que d'un côté, les approches traditionnelles, dès le début, on connaît le périmètre du projet et on sait à quoi s'attendre. On sait quelle est la cible. On sait exactement ce qui va être dans le projet, ce qui va pas être dans le projet et on va pas découvrir des besoins à la fin puisqu'en fait tout ça, ça va être fait au début. La compréhension des besoins et du périmètre, global du projet et de la solution cible. A contrario, les approches agiles, on découvre tout cela au fur et à mesure. On part d'un point de départ macroscopique et au fur et à mesure du projet, on va découvrir des nouveaux besoins. On va revenir sur des besoins déjà émis mais qui sont plus pertinents. On va faire évoluer la solution cible vraiment de manière incrémentale et itérative. Et là, dans ce cas-là, c'est problématique de prévoir au forfait combien va coûter le projet puisque à l'avance, on ne sait pas quel va être le périmètre. Donc c'est vraiment problématique. On se retrouve parfois aussi dans des approches semi-agiles, c'est-à-dire que le client, il va pas être agile,
donc il va pas être en capacité à travailler de manière agile. Alors si vous connaissez pas tout ça, je vous invite à aller regarder d'autres vidéos ou aussi le contenu de mon site internet qui donne beaucoup d'explications là-dessus. Parce que voilà, le but c'est pas d'expliquer ça dans cette vidéo, mais il faut savoir que dans certains cas de figure, le client, il n'a pas une culture agile, mais il va demander à ses prestataires de travailler dans les approches agiles. Donc en fait, une organisation du travail, sous forme d'avancement avec des sprints, et en termes d'artefacts, des user stories, des product backlog. Alors que de son côté, le client, lui, il ne sera pas en mesure d'aligner, une disponibilité de ses contributeurs, de ses utilisateurs pour apporter, pour, on va dire, alimenter le recueil des besoins. Et donc être, à côté, de l'équipe de développement, selon un rythme agile qui est rapide et qui, nécessite, une interaction entre le client et le réalisateur, la maîtrise d'œuvre, heu, très rapprochée. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a parfois et même très souvent ces modes un peu hybrides, semi-agiles qui ne sont pas pratiques à faire. Donc quand on est chef de projet, comment faire pour, faire ce devis-là? Sachant que pour le faire, il va falloir qu'il comprenne le besoin, du client et donc qu'il fasse déjà qu'il alloue un certain effort à l'analyse d'affaires. À ce stade, encore une fois, je n'ai pas de réponse toute faite, mais j'ai vraiment 9 conseils qui me semblent, pertinents et là encore, je vous le dis, de mettre en commentaire ce que vous en pensez, votre avis sur mes conseils et comment vous, vous gérez, comment vous faites en interne pour, si vous êtes dans ce cas de figure, pour faire des devis qui soient, encore une fois, à la fois compétitifs et qui vous permettent de dégager des marges. Donc mes 9 conseils. Alors déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quand même un premier conseil, c'est accepter l'incertitude. Parce que concevoir la meilleure solution possible, en tenant compte des besoins métiers et des enjeux économiques, technologiques et des contraintes du projet, c'est compliqué, c'est un vrai voyage. Ça veut dire qu'en cours de route, eh ben, on va apprendre, on va expérimenter, on va essayer des choses, on va se raviser, on va découvrir de nouvelles informations et ainsi de suite. Et donc, même si on peut bien entendu et on doit avoir de bonnes pratiques, et on a besoin d'être conseillé sur la meilleure manière de faire, ça n'est ni facile, ni rapide et il n'y a aucune certitude. Et d'autant plus en business analyse. Donc, vouloir estimer avec certitude la charge dédiée à la business analyse sur un projet, penser que c'est prévisible à 100%, c'est absolument illusoire. Alors, en développement, à contrario, on peut estimer avec une dose d'aléa acceptable à peu près le temps passé sur le développement, des fonctionnalités. Par exemple, on peut dire, bah, voilà, grosso modo, on estime qu'il faut 50 fonctionnalités, et qu'il y en a X complexes, Y pas trop complexes et X moyennement et pas du tout complexes. Donc ça fait grosso modo un certain nombre de jours hommes parce qu'on maîtrise, la technologie, on a des développeurs qui connaissent bien cette technologie. Donc grosso modo, c'est à peu près tel nombre de jours, mais en business analyse, c'est pas possible. Par contre, on peut minimiser les risques en identifiant les hypothèses de travail et en partageant des plans d'action avec le client. On peut aussi faire du change management. On va aussi choisir une bonne méthodologie de gestion de projet. On va choisir les bons profils de business analyst. On va les former selon leurs lacunes, puisque la business analyse, c'est une discipline complexe qui est au carrefour des enjeux métiers économiques, mais également de la technologie et de la gestion de projet. Donc, ça nous fait des couteaux suisses. Bonjour à mes amis suisses, mais c'est vraiment ça qui doit vraiment avoir une compréhension holistique et globale et systémique d'un grand nombre de disciplines, et donc déjà, effectivement, de sélectionner les bons, profils, ça va permettre aussi de réduire les risques. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Également, il est important de soutenir les initiatives des business analysts, puisque un business analyst, malheureusement, il a trop l'habitude de travailler seul, peu soutenu par la hiérarchie. Il doit être un petit peu celui, qui trouve les solutions à tout le monde. Donc l'importance de la gestion de projet, des comités de pilotage, de la gestion des risques et aussi, bien entendu, de la collaboration entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, puisque nous, business analysts, on a comme objectif d'apporter une solution la plus pertinente possible à l'entreprise, aux utilisateurs et en même temps, eh bien, si on est rattaché à
une maîtrise d'œuvre externe, eh bien, on doit aussi faire en sorte que notre employeur ou notre donneur d'ordre, eh bien, il puisse également faire sa marge. Donc, c'est pas forcément évident. Donc, il faut accepter que, à l'étape d'avant-vente, on a une grosse dose d'incertitude et qu'on va pas pouvoir faire un devis sûr à 100 en ce qui concerne la business analyse. Par contre, ça ne veut pas dire que pour minimiser cette incertitude, il va falloir dès le début faire la conception fonctionnelle. Parce que c'est aussi le risque, c'est de se dire: «OK, pour minimiser, bah, cette incertitude, donc que je n'aime pas», puisque dans les projets, on n'aime pas ça, on aime bien la certitude. Eh bien, je vais, en ce cas-là, essayer déjà de faire la conception fonctionnelle à ce stade. Comme ça, bah, je serai sûre que j'ai fait un devis au plus juste. Donc le risque, c'est déjà de faire une conception fonctionnelle détaillée pour lister un ensemble de fonctionnalités. Or, en business analyse, c'est pas le nombre de fonctionnalités, qui va faire la satisfaction du client, c'est la qualité apportée à la chaîne de valeur. Je vous renvoie au diagramme de Kano, qui est aussi, je crois que c'est une vidéo sur ma chaîne également qui explique ce qu'est le diagramme de Kano. Mais, tout simplement, imaginez, vous dans une voiture avec 10 000 boutons sur le volant, c'est pas parce qu'il y en a plein sur le volant que vous serez content que ça sera efficace, et que le conducteur sera plus content qu'une voiture qui est épurée où, il y a peu de boutons, mais, qui apporte une satisfaction d'une autre manière. Je vais pas la faire la pub de certaines voitures, mais pour ceux qui connaissent, un certain monsieur qui est à la tête de, Twitter? Tesla et entre autres, voilà, de SpaceX. Vous voyez de quoi je veux parler? Donc, il y a certaines voitures extrêmement épurées qui apportent de la satisfaction à ses utilisateurs. Je ne fais pas de débat sur, cette notion de satisfaction, et pour autant, à contrario, vous avez des véhicules qui sont, très, très techniques avec énormément de fonctionnalités et voilà, qu'est-ce qui est plus satisfaisant? Vous y trouverez votre compte selon que vous êtes, d'un côté ou de l'autre de ces utilisateurs. Mais voilà, très important à comprendre que la notion d'incertitude en business analyse, il faut l'accepter. Par contre, on va minimiser les risques et on va accompagner le changement. Alors, j'ai conscience que je ne vous ai pas répondu et que ça ne vous aide pas à imaginer, comment allouer un effort, raisonnable, en fait, à l'avant-vente et ça, je vais y répondre dans les points suivants. Alors mon deuxième conseil et là, on rentre dans le vif du sujet. En tant que, on va dire, chef de projet qui pratique de la business analyse et qui essaye de comprendre, les attentes du client pour faire un bon devis, la première chose que moi je fais, c'est faire un diagnostic des forces et des faiblesses du client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, avant tout, avant ce diagnostic des forces et faiblesses, comprendre quels sont les besoins qui ont motivé ce besoin de lancement d'un projet. Pourquoi l'organisation cliente a besoin de s'adapter? À quoi et pourquoi? Quelle est sa vision stratégique? Donc ça, c'est important parce que vous voyez déjà, cette notion d'objectif stratégique, tactique, opérationnel et l'importance que ça a aux yeux du client et donc les risques. Déjà, il y a certains cas de figure, le client risque vraiment, de mettre la clé sous la porte s'il ne mène pas à bien ce projet et dans d'autres cas de figure, on va déjà vous expliquer, ça fait 10 ans qu'ils essayent de lancer ce projet, qu'ils n'y arrivent pas parce qu'il y a des conflits en interne, parce que ci, parce que ça, mais au final, ça n'empêche pas l'entreprise de vivre, quoi. Donc déjà, de bien comprendre les besoins et la vision stratégique. Ensuite, quand vous allez faire un diagnostic des forces et des faiblesses du client, l'objectif, c'est, de visualiser, finalement, ce qui est critique et urgent et du coup, de voir la maturité côté client et plus un client a une maturité importante sur son projet, ses besoins, plus on minimise les risques, plus on sait déjà que en termes d'analyse d'affaires, lorsque vous allez la pratiquer sur le projet, vous allez être face à des interlocuteurs qui connaissent leur sujet et qui sont capables de vous répondre et de vous apporter la matière première qui est l'information. Alors déjà, vous allez effectivement réfléchir, dans ce diagnostic, quel est le niveau de maturité du client face aux problèmes à résoudre? Est-ce que, il y a une nouvelle réglementation, complètement, nouvelle et il connaît absolument pas cette réglementation et déjà de son côté, c'est compliqué, voilà, cette compréhension de ce problème à résoudre.
Est-ce que, il connaît bien ses processus métiers? Parce qu'il y a des fois, il ne les connaît pas. C'est des processus métiers qui sont déroulés un petit peu depuis peut-être très, très longtemps, mais les managers les maîtrisent pas. Ils se reposent entièrement sur, des compétences parfois de collaborateurs qui sont là depuis très longtemps et ils maîtrisent pas leur processus métier. D'ailleurs, souvent, ils le constatent parce que, ils ont des tas de problèmes et ils savent pas, mettre en place des plans d'action, parce qu'ils savent pas identifier à quel endroit de la chaîne de valeur il y a des problèmes. Donc déjà, en discutant avec le client, vous pouvez voir un petit peu sa compréhension des processus métiers et souvent d'ailleurs, eux, ils vont le dire clairement, ils vont dire: «Bah, là, par exemple, on est en train d'essayer de faire du re-engineering, de la redéfinition de processus parce qu'on constate qu'il y a pas mal de soucis». Donc si vous êtes face à un client qui veut que vous mettiez en place une solution informatique et que déjà, il connaît pas bien ses processus métiers, c'est déjà un signal d'alerte parce que ça veut dire beaucoup de travail de business analyst pendant le projet. Et parfois même, c'est un no go, c'est-à-dire que vous pouvez vous dire: «Je ne peux pas commencer à travailler dans ces conditions-là, il faut qu'en prérequis, ça soit clair de votre côté». Vous pouvez décider du coup de sortir du jeu, de ne pas répondre au devis aussi si c'est trop risqué, hein, voilà, typiquement. Donc la connaissance, c'est une chose, mais après il y a aussi la documentation. Vous avez effectivement des clients qui connaissent bien leur processus métier, mais c'est pas documenté. Or, pour pouvoir transmettre l'information, ça veut dire que le business analyst, il va devoir mener des entretiens, beaucoup d'ateliers de travail, et cetera, pour aller recueillir cette information qui existe, qui est maîtrisée, mais qui n'est pas documentée. Et à contrario, vous avez des entreprises où c'est extrêmement documenté, et dans ce cas-là, la transmission de connaissances est beaucoup plus, simple et en tout cas, le client va être capable de donner plein de documentation structurée, bien documentée, à jour, qui permettent aux business analysts de travailler plus vite et avec un degré de risque bien moindre et qui ne nécessite pas forcément autant de compétences que quand on doit aller recueillir des besoins, parfois non exprimés, latents, inconscients, cachés. Donc ça, on est toujours dans le diagnostic des forces et faiblesses du client. Après, vous allez, pouvoir réfléchir à la compétence du client en matière de gestion de projet. Un client qui n'a pas une culture de gestion de projet, ça peut être compliqué de travailler avec, voilà. Donc là, bah, soit, vous allez l'aider à monter un peu en compétences, vous allez justement être là en matière de conseil, lui apporter des bonnes pratiques et le client est ouvert, soit il ne l'est pas et il impose un certain rythme, il est jamais dispo, il est toujours entre 4 réunions, il vient jamais au comité de pilotage et cetera. Donc ça aussi, ça peut être un risque important parce que quand on est bloqué côté, réalisateur, maîtrise d'œuvre, il faut que, on puisse débloquer ça avec le client en bonne intelligence, donc ça peut être un risque et quand on est dans l'analyse d'affaires, eh bien, c'est quelque chose d'important cette, interaction systématique entre maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. Ensuite, vous allez dans le diagnostic des forces et faiblesses du client, analyser, la complexité du produit et du secteur d'activité. Entre un produit ou un secteur d'activité extrêmement réglementé et un autre produit, par exemple grand public qui est connu de tous, il y a, parfois, énormément d'écart en termes de complexité. Donc ça, c'est important aussi de savoir l'identifier. Heu, D'ailleurs, je souligne aussi une différence entre une complexité et quelque chose de compliqué. Hem, Si par exemple vous dites: «Bah, tel produit est complexe et tel autre produit est compliqué». C'est quoi la différence? Et ça a un vrai sens en business analysis, c'est pas juste de la rhétorique. Complexité, ça veut dire que, déjà c'est plus risqué parce qu'il y a une notion, d'interaction humaine, en fait, qui est dedans. Dès qu'on fait intervenir des interactions humaines ou, des notions comme l'écologie, la politique et cetera, c'est une notion de complexité. Compliqué, bah, par exemple, je veux construire une fusée, c'est compliqué parce qu'il y a énormément de processus, de pièces détachées, qui entrent en jeu. C'est compliqué, mais on peut avoir des processus de bout en bout qui ont beau être compliqués, c'est quelque chose qu'on sait décrire. Voilà, donc ça, c'est la différence entre être complexe et compliqué et quand c'est en plus complexe et compliqué, c'est encore pire. Mais sachez que déjà au niveau du diagnostic du côté, client, si vous identifiez que vous êtes dans un secteur d'activité ou un produit qui est complexe, en termes de business analyse, ça va nécessiter des compétences très importante, en matière de, relationnel, comportemental, ce qu'on appelle les soft skills. Alors que quand on parle de
compliqué, un produit compliqué, on va plutôt avoir besoin de compétences en processus, qui comprennent bien la notion de processus, d'architecture et cetera. Donc déjà, ce diagnostic-là, je vous ai donné des éléments, mais vous pouvez en rajouter si vous en avez d'autres en tête. Moi, c'est vraiment ceux qui me sont venus, à l'esprit en préparant cette vidéo. Déjà, ça va vous permettre de faire un diagnostic des forces et faiblesses du client, de ce qui peut potentiellement poser problème plus tard lorsque vous allez être en mode projet à faire de la business analyse. Et donc là, vous pouvez par exemple utiliser une matrice comme la matrice SWOT, qui donc SWOT c'est, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, donc c'est l'acronyme anglais, force, faiblesse, opportunité, menace, qui permettent justement de mettre dans cette grille de lecture, ce diagnostic et qui permettent d'évaluer, le risque qu'il y aura après en termes de business analyse. Bon, la matrice SWOT, entre parenthèses, je l'explique dans la masterclass, devenir business analyst en système d'information, pour celles et ceux que ça intéresse de se professionnaliser, en tant que business analyst. Donc tout ça, je l'explique en détail, dans la masterclass. Vous pouvez aller voir sur mon site internet, au niveau des formations, la masterclass devenir business analyst en système d'information. Je referme la parenthèse. Alors ça, c'est deuxième conseil. Le troisième conseil, puisqu'on a fait un diagnostic côté client, on va essayer de faire un diagnostic du projet. Par exemple, donc on est toujours dans quel est l'effort raisonnable à mettre sur l'avant-vente, hein. Donc dans cette avant-vente, vous voyez, moi je rentre déjà, dans des considérations, qui permettent de sécuriser en fin de compte la suite du projet et donc, je ne suis pas en train à ce stade-là des conseils, de vous dire, comment on fait la conception fonctionnelle. Ça, c'est dans le projet. Je suis en train de vous expliquer que l'effort raisonnable actuellement alloué à la business analyse, on est en train de faire de l'analyse, mais surtout, on est en train de faire l'analyse de risque métier et risque projet. Donc, le diagnostic du projet, ça va être quoi? Ça va être de comprendre est-ce qu'il y a un impact de la technologie envisagée, de la solution cible, sur la business analyse. Par exemple, si vous savez que le client, il veut implémenter SAP, enfin un ERP par exemple, ou, un logiciel, d'intelligence artificielle ou voilà, peu importe. Cette technologie-là, est-ce que ça va être impactant pour l'analyse d'affaires? Est-ce qu'il va falloir former les business analysts? Est-ce qu'il va falloir qu'ils montent en compétences? Par exemple, c'est un PLM qui est interne à votre client. Est-ce qu'il va falloir monter en compétences? Est-ce qu'il faut des certifications, et cetera? Est-ce que la technologie, elle est maîtrisée ou non côté, de l'équipe votre équipe à vous, réalisatrice et du client? Donc voilà, l'impact de la technologie sur la business analyst, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre d'évaluer la charge qu'il y aura après, côté projet. Autre chose qui est important au niveau du diagnostic du projet, vous allez interroger votre client pour savoir s'il y a des interconnexions avec d'autres systèmes d'information et d'autres projets. Par exemple, le client, il veut que vous, voilà, vous occupiez d'un déploiement, enfin, de la mise en œuvre d'un certain logiciel. Et puis en parlant avec lui, vous dire, ouais, mais en fait, on fait ça parce qu'il y a d'autres projets en parallèle. Et en fait, on va tout lancer d'un coup parce qu'on a eu une croissance externe et en fait, on change complètement l'architecture fonctionnelle voilà, de notre système d'information. Et ah OK, donc en fait, je suis pas tout seul, il y a d'autres projets. Est-ce que ça m'impacte? Est-ce que ça va m'impacter? Est-ce que j'ai besoin d'avoir des informations, provenant d'autres projets? Est-ce que, techniquement, il y a des interfaces à créer? Est-ce que déjà, tout ça, ça va vous permettre de comprendre si il y a des interactions d'autres projets qui peuvent mettre en péril déjà la compréhension, métier, également au niveau du planning du projet. Ensuite, la maturité émotionnelle du client. C'est-à-dire, est-ce que ces attentes sont réalistes ou pas? Et là, je me réfère à une énorme enquête internationale qui a été, menée par le Standish Group, le Standish Group Chaos Report, qui donne les résultats, les causes en fait des échecs des projets de système d'information. 71 des projets de système d'information, sont des échecs, c'est-à-dire soit ils ont complètement explosé, les attentes du projet en termes de livrables, en termes de budget, en termes de donc de planning, soit, ils ont carrément été abandonnés en cours de route. Eh bien, une des 5 causes, c'est le manque de maturité émotionnelle des demandeurs. Ça veut dire qu'ils ont soit des attentes irréalistes en termes de produits, soit en termes de délai, soit en termes d'enveloppe budgétaire. Donc déjà, regardez bien
Faites votre diagnostic, à ce niveau-là pour regarder un petit peu la maturité. Si vous voyez vous êtes face à un DSI qui vous explique qu'en interne, c'est super compliqué avec le métier parce que, bah, il c'est voilà, c'est compliqué, relationnellement, machin, souvent ils hésitent pas à le dire. Là, déjà, vous avez les warnings qui s'allument, et vous savez qu'en termes de business analyse, ça va être compliqué. Voilà, ça va être compliqué. Alors, en termes de gestion de projet, bien sûr, mais en termes de business analyse, ça va être compliqué parce que là, on en rentre dans la même pas compliqué, attention, je reviens en arrière, ça va être complexe puisque, effectivement, en l'occurrence, c'est de l'humain et c'est quelque chose de pas rationnel. Il faut également, savoir si le payeur est également le responsable des processus métiers. Entre guillemets, si c'est la DSI, direction des systèmes d'information qui vous passe commande parce que vous êtes prestataire extérieur, mais qu'en fait, ce sont les pôles métiers qui sont les utilisateurs, attention là aussi, il y a un risque métier supplémentaire très important en business analyse, qui est de recueillir des besoins que la DSI pense exister et en réalité, c'est pas du tout ça que veulent les utilisateurs finaux et donc il y aura une insatisfaction, bon, je reviendrai plus tard ce que ça veut dire cette insatisfaction et comment ça se manifeste, mais attention à ce niveau-là également. Ensuite, dans le diagnostic du projet, on parle cette fois-ci de l'organisation du travail. Un business analyst, il va aller recueillir de l'information auprès de contributeurs métiers, et de différents, experts. Est-ce que ça va être facile, de recueillir les besoins auprès des contributeurs? Est-ce que, au contraire, le client va vous dire: «Bah, non, vous aurez, accès à un business analyst en interne qui vous donnera les règles métiers, les processus, mais vous n'aurez pas accès directement aux utilisateurs finaux» ou au contraire, est-ce que vous aurez accès aux utilisateurs finaux? Parce que là, c'est pareil, en termes de travail de business analyse, ça doit vous, alerter, sur la complexité à recueillir une information exhaustive, fiable, vérifiée et consensuelle. Et puis enfin, dans la diagnostic du projet, quel est le gap, quel est l'écart à franchir pour passer de la situation actuelle à la situation future, en termes de processus métier d'un côté et en termes de système d'information? Autrement dit, si c'est un client qui n'avait pas de système d'information avant et qui veut en mettre en place un tout nouveau, en termes d'analyse métier, d'analyse d'affaires, vous allez devoir comprendre quels sont les processus métiers pour après, en plus de ça, concevoir un tout nouveau système d'information. Par contre, si vous avez un système d'information qui juste devient obsolète au niveau technologique et que vous allez passer sur un nouveau système d'information, vous avez peut-être un écart moins important à franchir parce que les processus métiers sont déjà maîtrisés et le système d'information existant déjà, il y a déjà plein de fonctionnalités qui existent et vous allez pouvoir vous en servir comme base de travail pour imaginer une solution future. Donc là, déjà, il faut vraiment voir l'effort, à faire pour franchir donc le gap à franchir entre la situation actuelle du client et celle qu'il veut atteindre par le biais de ce projet. Donc là, on est dans le troisième conseil, faire un diagnostic du projet. Alors vous voyez, elle est très, très longue cette vidéo, on en est déjà à 40 minutes, mais c'est franchement pas évident de répondre à cette question. Alors un autre de mes conseils, c'est, faire un auto-diagnostic de ses propres forces et faiblesses. Donc vous êtes, chef de projet d'une, entreprise de services du numérique ou d'un cabinet de conseil. Heu, Déjà en interne, est-ce que vous avez les compétences? Est-ce que vous avez les consultants, en business analyse, sous le coude? Est-ce que, vous allez faire, du sourcing en embauchant? Donc c'est du coup, vous les connaissez pas encore ces futurs, business analysts. Est-ce que vous allez utiliser des freelances? Donc déjà à ce niveau-là, quelle est votre capacité à aligner les bons profils? Et du coup, ça va avec, quel est leur niveau de compétence? Parce que, en fonction de tous ces risques qu'on a mentionnés avant, entre un débutant et quelqu'un d'expérimenté et de formé, il y a un monde d'écart et c'est normal. Mais évidemment, l'effort à fournir, du coup, en avant-vente, peut-être que vous allez, devoir fournir un gros effort en avant-vente pour sécuriser, toute une partie, par exemple, de cadrage qui ne pourra pas être fait par des business analystes, mettons, débutants, parce que vous savez que vous n'avez pas les ressources en interne, alors que dans d'autres cas de figure, c'est l'inverse. Vous avez des business analysts expérimentés. En plus, voilà, vous savez qu'ils ont l'habitude de travailler sur des projets complexes, ils ont, produit beaucoup de satisfaction, et auquel cas, bah, ça va être prévu, en fait, dans votre devis. Donc c'est vraiment ça, c'est vous jaugez, en fait, hein, votre proposition, vous allez l'adapter vraiment aussi à vos propres forces et faiblesses. Également, quel est le niveau de connaissance dans le métier du client? Est-ce que vous ne connaissez pas du tout ce client? Il est tout nouveau, mais vous connaissez son secteur d'activité? Est-ce que vous connaissez très bien le client? Est-ce que vous connaissez très bien le secteur d'activité? Ouais, donc il y a
cette notion de connaissance du métier du client est aussi très importante. Il y a une montée en connaissances, et en compétences sur ce secteur ou pas. Ensuite, il y a toujours dans, le diagnostic de vos propres forces et faiblesses, quelle est votre propre tolérance au changement? Quelles sont vos habitudes en matière de gestion de projet? Puisque c'est vrai quand moi je discute avec certaines entreprises, il y en a certaines qui me disent: «Nous, on a plutôt l'habitude de travailler en méthode traditionnelle, or les clients, ils nous demandent de plus en plus de faire agile, d'être agile, donc bon, bah, on a un peu formé vite fait nos développeurs et tout, mais voilà, ils ont du mal à accepter le changement, c'est pas leurs habitudes puisque cette gestion de projet est très différente. Donc, comment vous faites quoi, de manière habituelle? Et également, est-ce qu'avec ce client, peut-être que c'est un client que vous connaissez, vous avez l'habitude de travailler d'une certaine manière, est-ce par exemple, il y en a certains qui connaissent depuis longtemps un client et puis, en fait, ils sont super cool entre eux, ils vont faire du squash ensemble, voilà. Et bon, il y a un besoin de changement, on se parle entre 2 réunions et c'est bon, on te passe ça, on te passe ta demande de changement. Mais des fois, c'est pas le cas, il faut quelque chose de très cadré et cetera. Donc ça aussi, c'est un autodiagnostic. Quelles sont quelle est votre tolérance, au changement en cours de projet? Et puis après, est-ce que vous êtes en capacité à avoir des retours d'expérience de projets similaires, de voir comment vous les avez gérés? Est-ce qu'on a fait des dépassements de coûts, de planning et cetera? Donc ça aussi, ça vous permet de voir vos propres forces et faiblesses et de voir de quelle manière vous êtes capable de pouvoir chiffrer de manière fiable grâce à des retours d'expérience de projets similaires. Voilà, donc ça, c'est mon quatrième conseil. Et donc vous voyez que là, les conseils que je vous donne, il y a à la fois la notion d'aller recueillir des informations, donc on fait vraiment de la business analyse, de les analyser et en même temps, il y a la gestion de projet. Mais à ce stade, il faut savoir que le chef de projet, il est praticien en business analyse, il en fait, voilà, même si il s'en rend pas compte. Cinquième conseil que je vous donne, c'est déjà de bien identifier les activités de business analyse à planifier sur le projet. Autrement dit, pour bien réfléchir à la charge, à l'effort raisonnable, déjà, de base, il faut que vous compreniez ce que veut le client comme ressource. Est-ce qu'il veut un business analyst qui va l'aider à faire une étude d'opportunité ou un cadrage, à bien recueillir les besoins métiers parce qu'il a en interne, il a personne pour faire la cartographie de ses processus, par exemple. Et donc, vous avez identifié que ça faisait partie des points faibles du client, c'est qu'il ne connaissait pas ses processus ou alors il les avait pas bien documentés. Donc déjà, vous allez vous dire, OK, donc il y aura tout cet effort à faire pour aller recueillir les processus métiers, les documenter. Parfois, vous direz, bah, en plus, il faut faire aussi la conception fonctionnelle générale et détaillée. Et d'autres fois, vous allez vous rendre compte que vous êtes plutôt en mode agile, vous avez un UX UI designer en interne puisque c'est un site web, c'est plutôt lui qui va faire, cette partie, d'analyse d'affaires puisque un UX UI designer, donc un ergonome, est aussi un praticien en business analyst mais spécialisé dans l'ergonomie des sites web. Mais en revanche, il va aller recueillir les besoins par le biais d'outils comme, l'expérience map ou l'empathie map et cetera ou les personas. Donc en fait, en fonction du projet, vous allez devoir identifier quelles sont les activités de business analysis à planifier sur le projet. Et donc, il y a des fois où vous allez identifier qu'il faut en avant-vente et déjà avoir l'esprit bien clair, puisque ça ne sera pas des activités qui seront déployées, en tout cas menées à bien lors du projet. Voilà. Et à contrario, d'autres fois, ça va vous permettre de dire, OK, j'ai identifié qu'il y aurait telle ou telle activité en business analyse, il y aura aussi de la formation, utilisateur, ou alors on est en approche agile et là par contre, ils ont un product owner en interne, mais ils disent que c'est un product owner, en réalité ils sont pas agiles. C'est nous, qui allons travailler en mode agile avec des sprints, mais de l'autre côté ils seront, voilà, ils seront pas, ils seront plutôt en mode on sera en semi-agile, hein, en hybride. Donc voilà, quelles seront les activités qui vont être menées et qu'on va devoir planifier sur le projet en termes de business analyse. Dans ce 5e conseil, vous allez aussi identifier les prérequis attendus du client. Il va falloir par exemple que le client il fournisse, bah, un accès, à certains logiciels par exemple ou, une montée en compétences métiers ou alors qu'il y ait à disponibilité des key users, qui soient vraiment disponibles et dégagés de leurs responsabilités quotidiennes pour pouvoir, donner des inputs nécessaires, aux business analysts en interne de chez vous et cetera. Donc quels sont ces inputs?
Et puis après, également, donc j'en ai parlé, l'organisation du travail avec les contributeurs métiers, leur disponibilité, leurs compétences. Ça aussi, c'est quelque chose que vous devez bien identifier pour bien planifier vos activités de business analyst sur le projet. Donc encore une fois, à ce stade, vous voyez, on est en avant-vente. Eh bien, ce qu'on est en train d'identifier, c'est tous les facteurs qui vont potentiellement faire déraper le projet en termes de planning, de connaissances métiers, et qui vont empêcher de concevoir fonctionnellement la solution, de la tester et d'apporter de la satisfaction. Le sixième conseil que je vous donne, alors là, on arrive cette fois-ci dans la solution proposée, puisqu'effectivement, dans un devis, vous allez, bah, montrer au client que vous avez compris ses problématiques, ses contraintes internes, externes, les hypothèses de travail et vous allez proposer une solution. Donc ça va être, évidemment technologiquement parlant, mais pour se baser là-dessus, il va falloir que vous proposiez des fonctions. Alors, je vous invite à aller regarder d'autres vidéos où j'explique la différence entre une fonction et une fonctionnalité, et un objet technique. C'est des notions qu'on voit en quatrième en France, et qu'on oublie après dans le monde du travail. Et en l'occurrence, en business analyst, c'est très important de comprendre la différence entre fonction et fonctionnalité. À ce stade-là, dans un devis, s'il vous plaît, ne mettez pas de fonctionnalité détaillée. C'est pas du tout le moment parce que c'est impossible à ce stade d'avoir, la compréhension réelle et complète du futur logiciel. C'est impossible. Par contre, les fonctions, on doit les comprendre. Fonction, c'est, j'ai un smartphone, je sais qu'il va devoir téléphoner et qu'il va devoir, gérer différents médias et cetera et on va pas rentrer dans le détail. Donc à ce stade, vous devez comprendre que la solution finale, technologiquement parlant, elle va devoir s'appuyer sur des fonctions sans lesquelles le produit logiciel final n'a pas lieu d'être, voilà, ne répond pas aux besoins. Donc à ce stade, on est macroscopique et conceptuel. C'est une idée qui va être approfondie après et décrite dans la phase du développement logiciel via la conception fonctionnelle, générale et détaillée. Là, à ce niveau-là, dans la solution, il faut que vos interlocuteurs maîtrise d'ouvrage, ils comprennent le lien entre le besoin métier, que vous aurez donc bien compris, y compris les contraintes sur lesquelles il s'appuie, puisque dans le diagnostic du client, vous aurez les contraintes internes et externes. Est-ce qu'il a des contraintes réglementaires, des contraintes de marché incontournables et en interne, est-ce qu'ils ont des contraintes aussi qui font que le logiciel va devoir les prendre en compte pour répondre, aux besoins métiers et donc à ce stade, la solution, elle va vraiment faire le lien entre les besoins métiers macroscopiques, les contraintes internes, externes et la solution macroscopique que vous allez préconiser. Et donc à chaque fois que vous allez parler d'une fonction logicielle, vous allez pouvoir la mettre en lien avec, les besoins métiers. Il va falloir, voilà, expliquer à quoi elle répond. On rentre pas dans le détail, donc l'effort à fournir, vous voyez, à ce niveau-là, dans la conception fonctionnelle, c'est pas le détail, c'est le lien entre un besoin en plus, on en est encore au stade du devis, hein, donc sachez qu'il y a encore d'autres étapes après qui vont, cadrer tout ça. Donc le détail entre le besoin et la fonction, donc ce que va faire le logiciel et comment il va y répondre. À ce stade aussi, dans la solution préconisée, il est fondamental pour chaque fonction d'identifier le degré de criticité pour le métier et son urgence dans le projet. Autrement dit, pour chaque fonction, il y en a certaines qui sont des must have, c'est impossible de passer à côté et d'autres, c'est des trucs sympas à avoir et d'autres qui sont mineurs. Hem, donc c'est l'effort en business analyse, elle va se concentrer là-dessus, pour que, ça soit aussi, le devis, un moyen aussi pour le client de réfléchir en disant: «Ah oui, effectivement, cette fonction, effectivement, c'est indispensable. Celle-là, bah, on avait dit que c'était important, mais finalement, bon, pour baisser un peu le devis, on peut très bien, s'en passer», et cetera. Donc le client, il va rebondir sur le devis pour aussi éventuellement revoir ses besoins. Donc n'hésitez pas et n'oubliez pas d'identifier pour chaque fonction à ce niveau-là, son degré de criticité, pour le métier et son urgence dans le projet. Criticité, ça veut dire, l'impact sur les enjeux économiques de l'entreprise, sur son chiffre d'affaires, sur, voilà tout ça et l'urgence, c'est pour le projet, c'est, si je le fais pas, si je fais pas cette fonctionnalité, les autres, je peux pas les faire non plus. Il faut attendre que cette fonction, elle soit mise en œuvre d'abord, voilà. Donc ça, c'est, en termes d'analyse d'affaires, c'est ça que je mettrais dans un devis. Vous voyez, je ne rentre pas plus dans le détail. Après, j'ai conscience que c'est pas évident.
de faire un devis là-dessus. Mais si vous voulez, avoir la liste des fonctionnalités très détaillée pour pouvoir vous dire: «Bah, voilà, il y a 50 fonctionnalités, ça coûte tant». Oubliez, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En business analyst, vous n'allez pas satisfaire le client en lui disant ça parce que ça va évoluer tout le temps. Donc c'est entre guillemets, ce sera un calcul qui n'aurait absolument aucun sens, quoi. C'est comme si vous essayiez d'évaluer vos coûts personnels, de votre maison quand, vous aurez, dans 10 ans, quoi. Vous pouvez pas savoir à l'avance. Vous pouvez faire des tas de voilà, appeler à des intelligences artificielles pour imaginer à quoi va ressembler votre vie dans 10 ans, mais c'est qu'un exercice de style. Au final, vous pouvez pas savoir. Donc on va rester sur cette notion plus macroscopique. 7e, conseil, s'attarder sur la gestion du changement, la gestion des risques et la gouvernance. C'est-à-dire que le changement, c'est inhérent à un projet. Et un chef de projet, il gère le changement. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur les change requests, n'hésitez pas à les regarder parce que je parle de cette notion de gestion du changement. Donc, proposer un plan de gestion du changement, c'est-à-dire que vous avez des hypothèses de travail de départ, mais après vous autorisez le client à faire évoluer son besoin. Il faut pas que ça vous mette en péril non plus puisque vous avez une enveloppe forfaitaire. Donc ça se prépare plutôt que de se battre en comité de pilotage, parce que le client, il a un vrai besoin et lui, il est pas satisfait si ce besoin est pas pris en compte. S'il a en face de lui une maîtrise d'œuvre, un fournisseur qui dit: «Ah non, 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 c'était pas prévu là dans le cahier des charges, alors ça va vous coûter tant de plus monsieur le client». Qu'est-ce qui va se passer? Le client, bah, il aura pas «le choix» entre guillemets contractuellement, voilà, mais il va être insatisfait. Ça va faire gonfler l'enveloppe, enfin, la notion de satisfaction à la fin, elle va déraper. Donc, proposez d'ores et déjà un plan de gestion du changement pour ne pas vous mettre en péril, tout en permettant au client de faire évoluer son besoin. Libre à vous de pas le faire, mais de toute manière, un jour ou l'autre, vous serez face quand même à un changement, voilà. Adossé à ça, vous avez la notion de risque métier. Donc n'hésitez pas d'ores et déjà, si vous avez identifié des risques métiers, par exemple, hem Heu, en termes de, un risque voilà, je parle encore d'une réglementation, qui pourrait arriver et qui pourrait un petit peu changer la donne. Un risque de, l'entreprise, par exemple, elle a un fournisseur, si jamais, il est défaillant, ça peut poser un risque important sur, tel ou tel processus. Si c'est des risques, macroscopiques qui ont été identifiés lors de le 2e conseil que je vous ai donné, et bien, heu acter que ça peut exister et préciser simplement que du coup, votre devis, il est soumis à certaines hypothèses de travail à l'instant T et qu'on va gérer les risques d'une certaine manière et que ça sera, l'objet éventuellement d'avenants. Voilà, mais ça soit clair et net. Voilà. Donc vous ne pouvez pas les prévoir à l'avance tous ces risques-là, mais par contre vous indiquez au client que, vous avez conscience de ces risques métiers-là et que vous serez apte à, y faire face et à discuter avec le client si jamais ça s'avère, ça se matérialise. Et puis du coup, la gouvernance également, c'est-à-dire qu'en business analyse, on a encore une fois l'objectif, c'est de satisfaire à la fois les utilisateurs, mais également la maîtrise d'ouvrage qui est le payeur, le client. Donc il y a toute une, gouvernance à mettre en place en termes, par exemple, d'indicateurs de performance et de satisfaction. Comment est-ce que, on va mesurer que le client est content, de la mise en œuvre du projet, qu'en termes de gestion projet également, on est dans les clous et ben, c'est une mise en place de la gouvernance et ça, c'est un effort à allouer vraiment en avant-vente, qui est, à cheval sur la gestion de projet, mais également sur l'analyse d'affaires. Ensuite, un 8e conseil, ce sont les hypothèses de travail. Donc dans votre devis, vous devez vraiment stipuler très clairement les hypothèses de travail sur lesquelles vous vous basez pour faire votre devis. Pourquoi? Parce que si jamais ces hypothèses de travail, elles évoluent, parce que le client lui-même, en relisant le devis, il va se dire: «Ouais, finalement, bah, ça, on peut le traiter en interne. OK, alors on va plutôt sous-traiter telle autre chose» et en fait, imaginez plutôt ce devis comme un point de départ aussi avec, de discussion avec le client. Même si il y a des appels d'offres et en tout cas, il y a pas le choix, il faut rendre sa «copie» entre guillemets à une date précise et il y a pas de discussion. Voilà, la décision du client, elle se fait, une bonne fois pour toutes sans discuter. Vous voyez aussi que si jamais après vous êtes retenu après cet appel d'offres et ben sur la base du devis, vous aurez stipulé les hypothèses de travail, par exemple, les contraintes du client, interne, externe, quelles sont les contraintes technologiques, la méthodologie de gestion de projet, les contraintes en termes de disponibilité des contributeurs, ce qui est dans le périmètre, ce qui n'est pas dans le périmètre, le planning macroscopique du client. Donc vous les récapitulez bien
Donc ça, c'est encore une fois, c'est une démarche, de réflexion en termes de gestion de projet et d'analyse d'affaires, puisque dedans, vous avez un mix entre les 2. Et c'est ça qui va vous permettre de plus tard, de vous baser sur quelque chose de bien cadré pour dérouler, la business analysis de manière beaucoup plus détaillée. Donc ces hypothèses de travail, elles vont être vraiment orientées client, dans le devis. Par exemple, encore une fois, vous n'allez pas mettre vos contraintes internes de prestataires de services, concernant, le fait qu'il faut que vous recrutiez des business analysts, expérimentés, ou au contraire, vous n'avez pas besoin, c'est un junior, que vous n'avez pas les ressources en interne, vous allez faire du freelance ou, sourcer en embauchant et cetera. Ça évidemment, vous le mettez pas, hein, c'est pas le but du devis. Là-dedans, vous allez vraiment mettre les hypothèses de travail pour bien travailler avec le client, voilà. Et ce qui m'amène du coup à au neuvième conseil, c'est-à-dire au niveau du macro-planning, en général, vous il y a plusieurs manières de faire un planning, projet. Soit c'est un planning en avant, donc on va récapituler en fait le nombre de jours nécessaires pour mener à bien toutes les tâches, du projet, technique, gestion de projet, business analyst, enfin toutes les tâches qui vont, être, déroulées dans le projet et ça nous amène à une enveloppe budgétaire en termes de enfin une enveloppe, un nombre de jours et donc par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez 2000 jours. Charge à vous après d'avoir, plus ou moins enfin un certain nombre de ressources humaines, donc soit c'est dans un temps très, très court et vous allez mettre plein de ressources humaines d'un coup, plein de consultants. Parfois c'est pas faisable parce que, notamment en business analyse, c'est pas parce que vous mettez, 15 business analysts sur le front que vous pouvez, tout régler en une semaine. Parce qu'il y a des fois en face, vous avez pas beaucoup de contributeurs disponibles, contributeurs métiers. Donc soit c'est un planning qui se fait comme ça, soit c'est un planning, un rétro-planning. Le client, il dit: «Bah, à telle date, on doit avoir impérativement la solution livrée» parce que nous, par exemple, on fait 80 de notre chiffre d'affaires à Noël, donc il nous faut, le logiciel pour telle date et sinon on loupe un an, donc vous n'avez pas le choix. Donc là, vous allez faire un rétro-planning et en fait, c'est, entre ces 9 conseils, ils se font en parallèle ou, voilà, c'est pas l'un après l'autre. Parfois oui, mais le macro-planning typiquement, c'est un aller-retour entre les conclusions des différents conseils que je vous ai donnés et le planning. Par exemple, vous allez progressivement affiner la charge dédiée à la business analyse, vous allez, voir à peu près les délais, le nombre de jours, vous allez voir la complexité du projet, vous allez voir finalement, bah, il faudra peut-être faire plus d'analyse, de l'existant et ou alors plus de gap analyse ou une analyse d'écart qui n'était pas prévue, ou une analyse de comparative. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez affiner les activités de business analyse pour que ça rentre dans un planning, qui soit compétitif, ou en tout cas qui réponde aux attentes du client. Ça permet de lui mettre en lumière aussi, par exemple que, en termes d'élicitation, de recueil d'informations, exhaustif, fiable, vérifié et consensuel, eh bien, on pourra pas, on sait qu'on n'a pas accès aux utilisateurs finaux. On a accès qu'à des business analysts au sein de la DSI du client et auquel cas, on ne pourra pas faire, du brainstorming, on ne pourra pas faire certaines choses. Donc on va devoir mettre en place des techniques d'élicitation différentes. On va peut-être avoir du coup plus d'incertitude sur la qualité des informations, qu'on va recueillir et cetera. Et donc et on peut aussi décider, bah, de faire peut-être des prototypes ou des MVP ou des voilà et en fait ce macro planning, ça va vraiment être un jeu de ping-pong, je sais pas si c'est pas le terme exact, mais hem, d'aller-retour en fait avec les conclusions des autres, analyses que vous aurez menées. Donc vous voyez là, je vous ai donné, 9 conseils pour allouer un effort nécessaire et suffisant en avant-vente et je suis pas allée dans bah, surtout décrivez en détail les spécifications fonctionnelles détaillées parce que c'est le seul moyen de savoir quelles fonctionnalités, seront déployées et c'est le seul moyen de sécuriser le projet. Mais pas du tout. On n'est pas capable à ce stade, tant qu'on n'est pas allé dans le détail, de l'analyse, du recueil d'informations, via les citations et des analyses, on n'est pas capable avec certitude d'avoir la liste des fonctionnalités finales et donc de mettre en face un chiffrage. Donc sortez ça de votre tête, vous pouvez toujours essayer. Peut-être parce que vous avez l'habitude avec vos clients, c'est toujours les mêmes clients ou c'est toujours le même type de projet et du coup vous avez des rétex, des retours d'expérience qui vous permettent de travailler comme ça, c'est très bien. Mais si c'est pas le cas, sachez accepter l'incertitude et
plutôt que d'essayer de la maîtriser à 100 dans l'avant-vente, essayez plutôt de la gérer en minimisant les risques, liés à, la business analyse, entre autres. Voilà, donc j'espère que je vous ai apporté des informations intéressantes. N'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo, vos propres, astuces et comment vous gérez l'avant-vente et quel est l'effort, que vous mettez à la business analyse. Est-ce que c'est efficace et dans quel contexte? Surtout mettez bien les contextes, c'est important parce que, il y a autant de projets qu'il y a de cas différents. Donc, si vous voulez aider, les visiteurs de cette chaîne, n'hésitez surtout pas à mettre aussi un peu plus de contexte. Je vous demanderai aussi, si cette vidéo vous a plu, de soutenir mon travail en la likant, donc en mettant un petit pouce, en vous abonnant si ça vous intéresse, d'être informé sur l'actualité de la business analyse et sur toutes les astuces et les tutoriels que je propose. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site bestofbusinessanalyst.fr pour en avoir encore plus d'informations. C'est un site qui est extrêmement complet et évidemment, si vous voulez vous former et devenir business analyst, vous avez également sur mon site un certain nombre de formations, de coaching, d'accompagnement que je propose et pour les professionnels également, des solutions, qui leur sont dédiées. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.